Bienvenue à tous et à toutes pour ce 1 de plus 1 numéro 12, 1 de plus 1 qui de mon côté, comme vous l'entendez, est sponsorisé par Actifed et Doliprane. Bonjour Manu. Salut Laure, salut à tous. Et je souhaite la bienvenue à notre sponsor. On va rapidement commencer par un petit zapping de 2 ou 3 news parce que c'est vrai que l'activité a été un petit peu légère ces derniers temps. On va revenir sur le sort du prochain Hitman, plus que du jeu lui-même, on va parler de son modèle de distribution dont on avait déjà parlé dans un précédent 1 de plus 1. Alors un petit récap, Manu, on était resté sur quoi la dernière fois? Alors la dernière fois, comment on était resté sur un jeu vendu sous format épisodique, donc en dématérialisé, qui aurait dû être vendu avec 3 maps, me semble-t-il, agrémentées de 3 autres maps au fur et à mesure des mois qui passent. C'était normalement prévu pour février. Et une sortie physique prévue 4 mois après, c'est-à-dire quand toutes les maps auraient été disponibles en téléchargement. Et là du coup on en arrive où? On arrive à un stade où, déjà, petite anecdote, c'est que les joueurs qui avaient précommandé sur PS4 se sont vus leur précommande annulée, il y a 2 jours, dans la soirée. Et là donc hier, Square Enix annonce que le jeu va être totalement épisodique, c'est-à-dire que au début vous pourrez acheter qu'une seule map avec le tuto, c'est Paris la carte, pour 30€. Et après, chaque map pourra être acheté 10€ de plus, et sortira une map par mois. On sait très bien que tout est prêt, tout est déjà prêt. Vous pourrez toujours avoir le Season Pass à 60€, donc vous aurez accès à tout ce qui va sortir, mais vous l'aurez que mois par mois, ça c'est bien. Mais si vous êtes assez bête pour vous payer les maps une par une, ça va vous faire plus cher au final. Bon, il y a aussi des bonus sur PS4, ils auront 6 missions en plus, je crois, à Sarajevo. Et puis donc la version collector, elle est toujours inchangée. Alors comme tu disais, ça fait acheter une version collector avec un jeu quasi vide. Et puis... vide en tout cas en jeu, c'est-à-dire que c'est le jeu en dématérialisé qui va te faire avec. Moi j'espérais tout de même une version boîte, je comprends pas pourquoi tout d'un coup on se retrouve avec ça. Et surtout, version collector qui elle sortira en fin d'année finalement. Oui. Alors très jolie édition collector avec une statuette, la cravate, le petit nœud de cravate très classe, mais il n'empêche que c'est toujours triste de voir un jeu sortir en format physique. Et finalement, ne pas être si physique que ça, trouver un code à l'intérieur de la boîte. C'est un mode, de toute façon, sur PC, j'ai envie de dire, c'est presque la norme. Parce que, sur PC, oui. Voilà. Ouais, mais Square Enix, de toute façon, là, plus ou moins annoncé, c'est qu'ils font pas ça un coup d'essai, c'est que ça va être ça pour tous les Hitman, a priori, ça a été annoncé que dans le futur, ce serait de l'épisodique, parce que ça leur a réussi pour Life is Strange, Square Enix, donc... Ouais, mais ils s'orientent vers ça, pour peut-être même pour d'autres futurs jeux, donc ça va être la mode, on va dire. Pour Life is Strange, ils font tout de même l'effort de sortir une version boîte sur CD, avec même une édition collector toute simple, pas trop chère. Je saluais l'effort il y a pas longtemps. Après, c'est pas les mêmes enjeux, parce que voilà, Hitman, c'est quand même une licence, ils se disent qu'ils vendent, donc ils vont se dire ça va marcher, tu vois, les fans vont marcher comme ça, mais enfin, pas de la gueule des gens, les 6 maps sont prêtes depuis X temps. C'est ça, c'est que on peut se poser la question, mais pourquoi finalement ce report? Est-ce qu'ils ont pris du retard dans le développement et tout? Mais que nini, oui. Mais de toute façon, depuis le temps que le jeu a été annoncé, il est jouable, il était jouable lors de son annonce dans l'E3. Clairement, ça veut dire que c'est assez flottant, alors comme ils savent juste pas trop comment gagner plus de pognon. Le truc est frais, ils ont au moins 2-3 maps de prêtes. Je veux bien comprendre que dans leur logique de développement des maps au fur et à mesure de la commercialisation du jeu, tout ne soit pas prêt, mais là, logiquement, ils peuvent nous fournir quelques trucs, et en fait, l'idée derrière, à mon avis, c'est juste de pouvoir revendre encore quelques maps à 10€. L'annonce également de l'arrivée sur PC de Danganronpa, un jeu qui nous vient de la PS Vita, qui est, alors on le rappelle rapidement, on avait dû l'évoquer, il me semble. En quoi ça consiste déjà, Manu, toi qui as la caution Japon? C'est un Phoenix Wright mais plus haut en couleur, voilà, on va dire. Donc avec une part artistique très léchée, voilà, et puis un côté plus fantaisiste, avec son emblématique nounours Monokuma. Donc voilà, et ça arrive sur Steam, c'est une très bonne nouvelle. Et c'est une bonne nouvelle parce que c'est vrai que c'est un jeu, du coup, comme on en a parlé dans un de plus un, je me suis un peu renseigné, ça pourrait m'intéresser, mais jamais j'aurais acheté une PS Vita pour ça. Alors certes, il commence à dater un peu, mais c'est cool que ça arrive sur PC parce que c'est plus accessible, même légalement. C'est même pas le prix là, c'est juste de pas acheter une console pour ça. Et ça permet aussi de reparler un peu de ces jeux japonais qui arrivent sur PC et sur Steam, notamment Dragon Dogma de Capcom, qui là on ressort le jeu plus l'extension, c'est Dark Horizon, c'est ça ? Dark Horizon, ouais, c'est ça. Là qui est sorti à l'heure où on enregistre, il est sorti la veille, le 15 janvier. J'ai vu tourner, donc ouais, c'est un jeu de 2013. Ça, 2013, c'est un jeu de 2013, ouais, je pense. Qui est pas Jojo. On va dire que les visages sont assez... Mais du coup, je commence à voir des gens qui font des gameplays sur YouTube, et c'est vrai que c'est marrant, tu vois, ça fait des trucs impossibles. Je veux dire, c'est un portage PC d'un jeu Capcom
qui était pas super joli à la base, surtout que c'est un... tu sais, c'est un jeu où les personnages semblent avoir été créés sur un éditeur de personnages simplifié, tu sais. Ouais. Voilà, c'est hyper générique. Et du coup, ça rend le truc encore plus ridicule. Mais voilà, après le jeu... C'est un action RPG à moitié... Je pourrais pas dire, il paraît qu'il est très cool. Ouais, moi aussi, j'ai des bons retours. Enfin, une communauté autour, en tout cas, ça c'est sûr. Mais pourquoi pas. Donc, c'est des bonnes nouvelles. Ouais, les Japonais s'ouvrent au PC de plus en plus et permet de découvrir des jeux que nous, occidentaux ou gens pas très curieux, on va dire comme moi, n'avaient pas eu l'occasion de tester. Et donc, devant le manque de news un petit peu ces dernières semaines, on va faire une sorte de petit dossier. On fera ça pour les prochains plus 1 quand l'actualité est un petit peu basse. Faire des petits dossiers sur des sujets un peu vagues. Et là, on a quand même repris un truc d'actualité, c'est l'Oculus et puis... les différents casques, un petit peu on va se pencher là sur les accessoires à travers l'histoire du jeu vidéo, les différents accessoires qu'on a eu les plus marquants. On va pas faire un truc totalement exhaustif, mais voilà, disons que ça date pas d'hier, qu'on a voulu faire des façons de jouer différentes, n'est-ce pas Manu? Alors là, on a pris une belle sélection d'accessoires qui n'ont pas forcément marqué leur temps, mais qui se sont avérés être... déjà des échecs, forcément, vous allez le constater, mais des trucs hors normes assez fous pour d'une époque, les plateformes qui les accueillaient, et quelque part il y a un écho avec ce qui se passe aujourd'hui avec d'une les gameplays un petit peu alternatifs, comme le PlayStation Move, comme Kinect, ou voire comme le contrôle de la Wii, et surtout, comme tu l'as dit, avec les casques de réalité virtuelle. Tout à fait. Donc là, on va commencer, tu m'as dit 1984. En 1984, celui-ci. Je voyage dans le temps. Flappity-plou. Nous sommes sur l'Atari. Alors, l'Atari, les mecs... L'Atari 2600. Ouais. Il s'était lancé, ça s'appelle Mind Link. Alors, c'est le Mind Link. Bah écoute, c'est le contrôle du jeu vidéo par la pensée. Oh, tout à fait. Non, 1984, tu crois? Je crois que c'est exagéré, mais à l'époque, on était... Alors, comme son nom l'indique... Elle n'indique pas du coup. Exactement. C'est le contrôle du jeu vidéo en réalité par les mouvements de vos muscles au niveau du front. Donc ça consistait en un bandeau, voilà, qu'on mettait donc autour de la tête. C'est un bandeau, ça me paraît logique, connecté à l'Atari 2600, et on pouvait diriger en fait l'action dans le jeu à travers les contractions musculaires. Que vous émettiez, ce fut toujours un prototype puisque ce n'a jamais été commercialisé forcément. Les testeurs ayant eu des maux de tête après une heure de jeu. Déjà à l'époque, la motion sickness des muscles. Déjà les maux de tête, voilà. On n'avait pas, le jeu vidéo n'a pas attendu les casques de réalité virtuelle pour donner des maux de tête. C'est assez fou. Mais dans l'esprit, c'est hyper futuriste. Alors c'est trompeur parce que ils appellent le truc Mind Link, s'il te plaît. Alors que oui, voilà, ça n'a rien de... C'est même complètement logique finalement comme mécanique. Il y a des capteurs sur le truc, hop, tu bouges. Voilà. Donc, déjà en 95 et 80, c'était le turfu, quoi. On voyait comme dans les films, quoi. C'était la folie. Et on nous le vendait comme ça surtout. C'était, je pense, plus vendu comme ça que vraiment conçu. Les mecs, ils étaient conscients qu'ils n'y arriveraient pas, mais allez, on va mettre un truc, le contrôle par là. Du coup, ça n'a pas été vendu du coup. Bah ouais, non, mais parce que voilà, de précision. Mais c'est pour dire qu'on avait des idées. Hein. Ça s'est jamais démenti au fil des années. On se projette maintenant à l'époque 8 bits, l'époque de la NES et la Master System. Alors, il y a eu des accessoires les plus connus, c'est l'emblématique zapper de Nintendo, orange et blanc, notamment avec Duck Hunt, qui était un petit pistolet optique, vous tiriez sur votre télé, ça fonctionnait. Bon alors, là, dire que c'était d'une précision folle, c'est exagéré, mais franchement, vu le prix, vu l'objet, ça fonctionnait suffisamment pour faire illusion, moi je trouve. Si je me souviens bien, ça a détecté en fait le changement de couleur de l'écran. C'est ça, voilà, les changements des pixels. Et bon, il y avait la même chose sur Master System, le Light Phaser, enfin c'est le même concept. Moi je l'avais sur Amstrad CPC, et voilà, c'est une technologie qui s'est répandue sur grosso modo beaucoup de plateformes à l'époque, parce que c'était pour rendre un petit peu le côté arcade, sur console, l'arcade à la maison déjà. Donc ça on en a tous eu, vu ou testé un, je pense. Par contre un truc qu'on a moins testé, c'est le légendaire Power Glove. J'aurais bien voulu tester le légendaire Power Glove. Moi aussi, parce qu'à l'époque, je me souviens, je sais pas si j'avais vu la pub, mais j'avais dû voir dans les magazines, mais c'est le truc, c'était sorti en quelle année? 180, années 80, j'étais tout gamin. Power Glove, c'est de 1989. Voilà, j'avais 9 ans, mon dieu, ce gant dans la pub, il faisait des éclairs, le truc, quoi. C'était fou. Je me souviens de la pub avec les éclairs.
Alors, en quoi ça consistait, Lord, du coup, le Power Glove? Le Power Glove, c'est vous avez un gant, mais un gros gant quand même, avec une manette dessus sur votre avant-bras, voilà. Et il y a une espèce de détecteur de mouvement un peu primitif, hein, façon Wiimote un peu dessus. Mais en gros, il y avait quasi pas de jeu qui marchait dessus, ou à chaque fois ça rendait le truc injouable, quoi. C'est ça, alors, pour expliquer vite fait, alors, oui, il y avait effectivement de la gyroscopie dessus, et c'est peut-être le défaut de l'accessoire. C'est peut-être, d'ailleurs, selon moi, c'est peut-être l'ancêtre le plus proche de la Wii, en fait, et de la manette Wii. Parce que, c'était pareil, vous aviez votre gant, mais les boutons dessus qui servaient pas grand-chose, finalement, ça devait être de la sélection de menus, les boutons. Et, par exemple, si on faisait comme ça, le personnage avançait, qui détectait la gyroscopie. Si on faisait comme ça, il sautait. Si on faisait comme ça, il sautait. Moi, j'ai vu un gameplay sur Castlevania avec ça. Et waouh, comment le gars galère. C'est un truc de fou, comme il galère. Mais comment je grimpe les escaliers? Qu'est-ce que je fais? Alors, il fait des trucs au hasard. Tu vois le machin qui tape qui lance une arme secondaire, qui met un coup de fouet et tout, avant d'enfin grimper les escaliers. Enfin, c'est fou quand même. En fait, mais tout ce qui manque vraiment pour que ça devienne une Wiimote du passé, en moins précise, c'était vraiment un pointeur. Et sinon, on avait vraiment une Wiimote, quoi. C'est assez fou. Alors, c'est vrai que l'objet en plus est devenu culte parce qu'il a été utilisé dans un film Wizard apparemment. Et puis il a été réutilisé récemment dans Kung Fury, je crois que ça s'appelle. C'est une espèce de film, pas parodique, mais de film hommage aux années 80-90. Et on voit dedans l'espèce de hacker bidon qui utilise le Power Glove pour hacker un ordinateur, mais de façon rigolo. Et voilà, c'est devenu le symbole. Ça doit bien marcher. Parce que c'est tellement too much, quoi. C'est tellement énorme, le gant, enfin... Ouais, c'est tellement le futur, le rétro-futur, tu vois. Futur des années 80 où on se prenait pour des cyborgs, quoi. Qui nous vendaient ça, mais on était des super-héros, quoi. Et c'est vrai que maintenant, sur un accessoire aussi connoté SF, quoi, je sais pas, tu vois, aussi un petit peu de toc, je sais pas, je pense pas que l'essai n'a pas été retenté, en tout cas. Hein, non, mais parce que la précision de l'époque, avec la NES, quoi, mais c'est au bout d'un moment, faut être raisonnable aussi, mais ça fait partie de ces accessoires, oui, ils font partie de l'histoire du jeu vidéo, quoi, c'est complètement... Alors, il y a un autre objet que je connais pas très bien, mais que je connais de vue, que tout le monde connaît de vue, c'est le petit robot sur NES. Rob. Je sais pas s'il était dispo en Europe, celui-là. Non, Rob, c'est pas sorti chez nous. Est-ce que tu en sais plus sur Rob? Rob, moi, je me suis intéressé un petit peu à Rob. C'est vrai que nous, on le connaît plus comme étant une mascotte de Nintendo. Il a son... je veux dire, le truc est sorti il y a hyper longtemps, il a pas eu de succès. Il a eu que 2 jeux à son actif, compatibles. Voilà, c'est ça, ouais. En tout et pour tout, 2 jeux. Et pourtant, aujourd'hui, il a un amiibo. On retrouve son personnage... Il a un amiibo? Oui, Rob a un amiibo. C'est génial. Et on retrouve son personnage dans Super Smash Bros. Quand même. C'est devenu une sorte d'emblème. Alors, en quoi ça consistait? C'était un compagnon au jeu, en quelque sorte. Vous aviez un robot motorisé qui était contrôlé à la manette. Et par exemple, dans l'un des jeux où il était possible de jouer avec, il était... votre personnage avançait tout seul dans le jeu. Vous contrôliez le robot. Il avait des toupies. Il y avait des boutons. Et le but du jeu était d'ouvrir des portes. Donc il prenait la toupie. Il mettait 30 secondes, attention, à appuyer sur un bouton. C'était exactement, et ça faisait un bruit épouvantable, mais tellement épouvantable. Il prenait le truc, hop, il levait le bras, il tournait son bras, il baissait le bras, il lâchait la toupie activait le bouton, le personnage passait, et très vite, parce que la toupie, on n'est pas dans Inception, hein, au bout d'un moment ça finit par arrêter de tourner. On n'est pas dans donc on récupère la toupie, on ouvre l'autre porte, et à chaque fois, il fallait faire ça. C'était un jeu, finalement, de timing, quelque part. Ouais. Et je pense qu'au niveau des applications, il n'y avait pas grand-chose à faire avec ça, ce qui explique qu'il y a eu 2 jeux. Mais c'est tellement... C'est fou. C'est fou, quoi. Il n'y a aucun sens. C'est les mecs, ils te fabriquent un robot pour jouer avec toi, quoi. Ça, c'est plus possible maintenant au niveau rentabilité. Les mecs font, mais t'es fou, ça va nous coûter une blinde et ça va rien rapporter. Mais à l'époque, c'était, ok, vas-y, fais ton robot, on s'en fout. Pourtant, techniquement, aujourd'hui, on pourrait avoir un robot plus réactif. Avec peut-être, qui pourrait appuyer précisément lui-même sur un bouton sans toupie. Voilà. Mais c'est vrai qu'à l'époque, on s'embarrassait pas. Ouais, on y allait, quoi. On avait une idée, on était parti, quoi. Nintendo notamment, entre le Power Glove et ça, était pas réfractaire au truc. Donc voilà, ça fait partie de ces idées folles qui marchent pas, mais comme tu dis, qui laissent une empreinte, parce que j'étais pas au courant à ce moment qu'il y avait un amiibo. Il est référencé dans énormément de jeux Nintendo et certainement tiers, je suis pas au courant. Qu'il y a des clins d'œil, dans les jeux Nintendo, il a énormément de clins d'œil. Des Sega, pour sa Mega Drive, avait sorti également le Sega Activator. Alors qu'est-ce que c'était que le Sega Activator? Je sais pas, mais ça fait peur. Activator, tu te dis putain, Activator, tu montais dans une fusée, quoi. C'est assez fou, en fait. C'est
un accessoire de forme octogonale dans lequel tu pouvais te placer, qui était muni de 7 capteurs. Et en fait, ces capteurs-là étaient tous reliés à une touche de la Mega Drive en réalité. Voilà, donc la touche haut, bas, gauche, droite, plus les 3 boutons. Et quand vous passiez votre pied ou votre main, je sais pas si c'était suffisamment précis pour détecter trop en hauteur, mais voilà, on va dire votre pied, et ben ça enclenchait la touche. Et c'était compatible avec tous les jeux, ce truc-là. Voilà. Oui, comment faire en sorte de galérer encore plus qu'avec un jeu classique? C'est vrai qu'on voit là, je vais mettre des vidéos de gens qui l'ont testé sur YouTube, on les voit, mais c'est ingérable. Va faire un quart de cercle, le mec joue à Street Fighter, va faire un quart de cercle, il faut enchaîner les mouvements de pied et tout. Alors l'idée est marrante parce qu'effectivement, tu détruis ton salon, quoi. Mais c'est tellement idiot, quoi. Enfin, quand tu réfléchis 2 secondes, tu sais que c'est pas pratique, c'est crétin et que c'est pas immersif du tout parce que tu fais pas les mouvements qu'il faut faire à l'écran de toute façon. Tu fais jamais des mouvements random. Non, c'est pas du tout immersif. Mais pourquoi avoir sorti ce genre d'accessoire, justement? Parce qu'ils essayent. Encore une fois, immersif, justement. Honnêtement, le but à l'époque, c'était vraiment de faire futuriste. C'était genre sous la Mega Drive, t'as la Super NES qui était plus un côté familial joué. Mega Drive, elle était noire. C'était le futur, il y avait Canal Sega, c'était toute une époque où Sega c'était le badass du jeu vidéo, donc il fallait que ça soit le turfu, tu vois, tout était noir et blanc ou rouge, et c'était futur, tu entrais dans le truc. Sega c'est plus fort que toi, mais tu devais y jouer à cloche-pied pour avancer. C'est plus fort que toi, il te met à terre, Sega. Avec le Sega Activator. Les lunettes de réalité virtuelle de la Mega Drive, les enfants. Eh oui, Oculus, t'as rien inventé, je n'arrête pas de le répéter, bien sûr. C'est pas tout à fait la technologie. C'est pas vraiment des réalités virtuelles, finalement, c'est des simples lunettes 3D. L'effet relief en fait, c'était pas... Voilà. Mais c'est... moi je me suis un petit peu renseigné sur les lunettes, c'est pas mal du tout. Au niveau technologique en tout cas, ce qu'on appelle la projection alternée, c'est-à-dire ça va assombrir alternativement votre œil droit, votre œil gauche, votre œil droit, voilà. Et je crée comme ça avec 2 images superposées une sorte d'effet 3D simulé en gros. Donc bon, c'est... La différence avec nos lunettes qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on n'utilise pas trop le cristaux liquide aujourd'hui, mais c'était ça qui était utilisé pour assombrir un côté puis l'autre. Ils sont sortis en Amérique du Nord, Amérique du Sud, au Japon aussi en 87, mais bon, qui n'ont pas fait un grand succès a priori. On passe à la Super Nintendo. Alors c'est vrai que c'est pas une époque le 16 bits au final où il y a eu tant d'accessoires foufou que ça. Là sur Super Nintendo, on va retrouver le plus emblématique, c'est le lance-roquette, le Super Scope. Que j'ai jamais eu en main mais qui était sorti en Europe, qui est une sorte de bazooka, de lance-roquette. C'est un Wii-Zapper en plus badass. Ouais, c'est ça, mais carrément pour Nintendo ça choque un peu les images, qui était utilisé avec très peu de jeux au final, il n'y avait pas tant de jeux tu pouvais utiliser avec ça, mais pour le coup Nintendo avait fait péter le design agressif. On arrive maintenant à l'époque 32 bits, on va mentionner avant d'attaquer PlayStation, le Virtual Boy de Nintendo qui n'est pas un accessoire mais une console à part entière, mais c'est compliqué quand on a commencé à parler d'Oculus de pas parler du Virtual Boy qui n'a rien à voir au final, c'était de la 3D stéréoscopique avec un effet, en fait avec la 2D, créer de faux effets 3D avec la 2D, avec des espèces de couleurs rougeâtres, ce que je me souviens, qui était injouable, horrible, et avec très peu de jeux dessus, de toute façon, et ça a été très vite abandonné par Nintendo, mais comme tu le disais, c'était le turfu de Nintendo, c'était ce besoin de vous faire croire que vous étiez dans un espèce de fusée, vous voyez, vous étiez dans le futur avec ça, c'était beau. À l'époque où Sony sortait à la 3D, eux ils sortaient des lunettes rougeâtres dégueulasses. C'est vrai que c'est chaud. Nintendo sur la techno, de toute façon, sur le hardware, ça n'a pas toujours été au top à part l'époque Super NES, voilà. Mais on y retrouve une bride d'idées concernant ce qu'on a aujourd'hui, toujours pareil avec les cases de la réalité virtuelle, c'est ce besoin, cette envie de s'immerger dans ces jeux, d'être complètement dans son jeu. Même si ça n'a rien à voir, comme tu l'as dit, c'est même pas un casque, c'est des lunettes sur trépied et ça te permet de te totalement isoler dans ton jeu finalement. Et c'est juste ça. Ouais, voilà, l'Oculus c'est quand même plus que ça. Mais voilà, donc un échec industriel pour Nintendo qu'on leur jette à la figure régulièrement. Sony PlayStation, on en parle à l'instant, avec quelques accessoires pour le Sony PlayStation, alors pas grand chose, c'est vrai que l'époque 32 bits c'était la découverte de la 3D à l'écran, du coup il y avait autre chose à faire que de développer des accessoires, ils étaient plus axés sur les jeux. Il y a eu quelques petites choses quand même, mentionner les pistolets parce que ça change pas, avec l'arrivée des jeux comme Time Crisis, il y a le Gun-Con de Namco, le fameux pistolet, avec une petite touche inclus dessus pour se mettre à couvert, l'ancêtre de la cover, c'est Time Crisis, mine de rien. Les flingues emblématiques de la PlayStation, chaque PlayStation a eu son Gun-Con, à part la dernière. Pour l'instant.
Voilà, donc il était reconnu pour sa fiabilité, sa précision, le Guncon, hein, puis c'est vrai qu'il avait une gueule assez cool. Il y a eu quand même le tapis DDR. Oui, c'est vrai, le tapis DDR pour... Dance Revolution. Tout à fait, le jeu de danse, issu de l'arcade, hein, parce que on essayait de faire l'arcade un peu à la maison aussi, hein, Maintenant la 3D était accessible sur la console. Donc un jeu de danse avec un petit tapis à jouer pieds nus en chaussettes dessus, parce que sinon tu détruisais le truc. Voilà, avec les flèches, les boutons, ça reproduit l'arcade. C'est vrai que pour une expérience à la maison, voilà, il était assez petit quand même, hein, c'était pas des grands machins. Oui, c'était un petit, ça bougeait facilement. Je me souviens, voilà. C'était un truc qui était pliable. Hein, c'était en tissu, un tissu, un truc comme ça. Ouais. Et c'était, ça permettait de... C'est en réalité les premières expériences qu'on a aujourd'hui avec Just Dance, des choses comme ça, c'était ça, hein, finalement, le Just Dance de l'époque. De toute façon, donc, oui, dans l'époque 32 bits assez calme. Mais la suite, elle est arrivée avec la Dreamcast, qui ma foi, avec Sega qui voulait, clairement la Dreamcast c'était la console arcade, qui voulait reproduire l'arcade à la maison, c'était principalement des jeux d'arcade, donc il fallait, pour certains jeux d'arcade, des accessoires. Moi le premier qui me vient à l'esprit, tu me dis Dreamcast, je pense la canne à pêche. Oui, Sega, moi aussi. C'est exactement celui auquel je pensais là. C'est un truc de fou, c'est une vraie canne à pêche, alors sans le fil, enfin sans l'extension, mais vraiment la poignée de la canne à pêche avec le petit moulinet. Avec les moulinets. Les mecs vont loin dans l'accessoire. Et ouais, c'était emblématique de la Dreamcast. Ça, je l'ai testé, c'était génial, ça marchait super bien. J'ai pas testé, alors du coup ça marchait. Ça marchait tellement bien. J'ai passé tellement de temps chez mon cousin. Sur sa Dreamcast au cousin. Alors c'était pas le seul accessoire, c'est vrai que la Dreamcast, pas les trucs plus conventionnels avec le clavier et la souris, parce que la Dreamcast c'était la première console à jouer en ligne, les enfants en Phantasy Star Online bien sûr. Clavier-souris. Alors moi j'ai une expérience clavier-souris, c'était pour Rainbow Six, moi sur Dreamcast, qui m'a fait découvrir la série, j'avais pas encore de PC à l'époque. Et j'avais acheté le clavier-souris pour jouer, c'était buggé de partout, il fallait reconfigurer à chaque partie quasiment. Mais c'était fonctionnel et ça permettait d'apprécier le jeu nettement mieux qu'à la manette, parce que c'était un FPS, hein, donc ouais, le clavier-souris de la Dreamcast, il existe, hein, c'était un premier lien à la console. Ouais, c'est marrant, puis la Dreamcast était peut-être ce premier lien exactement avec l'univers du PC. Elle était sous un OS Windows, me semble-t-il. Oui, tout à fait, ouais. Je me souviens, Windows 98, je crois. Tout à fait. Effectivement, elle était, c'est historiquement, enfin, en tout cas en Europe, dans le reste du monde, par le Japon, la première console connectée au net. Tout à fait. Oui, ce côté Windows, on peut aussi citer quelque part, même si ça fait partie de la manette, c'est difficile, mais on peut parler, voilà, c'est VR Memories, donc c'était une mini console de jeu qui servait à... C'était naze, putain. À sauvegarder. Oui, c'était un vieil écran LCD, tu pouvais pas faire grand chose, il y avait une toute petite croix de sélection, mais par exemple, sur Sonic Adventures, tu avais des petits chaos, des petits bonhommes, Chao, je sais pas comment ça s'appelle, Chaos, enfin moi j'appelle ça Chaos, tu pouvais les importer dans ta petite console qui te bouffaient les piles en une journée. C'était ouf. Et le truc pourri, c'est que quand tu mettais pas de piles, à chaque fois que tu allumais la console, ça faisait bip parce qu'il n'y a pas de piles. C'était insupportable. Mais c'était la carte mémoire, c'était la façon de sauvegarder. Vous étiez obligé d'en avoir un, même sans piles. Enfin, ça marchait dans la manette, il n'y a pas besoin de piles pour sauvegarder. Mais c'est pour dire que après c'était transportable, mais comme les autres cartes mémoire de l'époque, de la PS1 au final, et puis après de la PS2. Donc ouais, non, c'était de toute façon la manette Dreamcast, c'est une erreur industrielle quoi. Entre le fil qui sort de derrière, la croix directionnelle qui tue le pouce, et le VR Memory, enfin c'est... les ingénieurs ont dû être envoyés, j'espère, parce que putain... Niveau gameplay, en plus elle était vraiment grosse, cette était énorme, même le stick était pas confortable. Sur Dreamcast, on a eu aussi, alors attention, là on va très loin dans l'accessoire, Samba de Amigo avec les maracas. Oh mais j'ai pas oublié. Alors, Samba de Amigo, c'est un jeu de rythme basé sur les maracas. Alors, en arcade, vous aviez des maracas. En arcade, ça passe, même si la bande d'arcade doit pas être très rentabilisée au final. Et ils ont sorti l'équivalent sur Dreamcast, quoi. Vous aviez 2 maracas tiki 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 avec le jeu Samba de Amigo, qui était un jeu très sympa et voilà, très notamment le design, c'est pareil, on l'a revu aussi dans les jeux Sonic, on retrouve le petit singe de Samba de Amigo, notamment les jeux de course Sonic, les jeux type Mario Kart Sonic, je crois qu'il est dedans. Mais voilà, c'est qui va acheter, enfin t'achètes ça pour le jeu, tu joues une fois et puis voilà quoi, c'est fou quand même, les mecs ils produisent des maracas quoi pour ta console. Pourquoi pas, après tout. C'est que voilà, c'est que de la Dreamcast. Il faut t'attendre à débourser une petite somme quand même pour l'accessoire, le jeu, pour ne pas le réutiliser après. C'est ça. Ou alors que entre amis. Après, il y a aussi une variété de flingues sur Dreamcast, de pistolets, voilà, pas vraiment le mentionner, c'est classique. Non, puis des volants à aussi. chaque fois, chaque
chaque constructeur a créé son flingue, ou alors a coopéré avec un autre constructeur pour avoir son flingue. Il y a eu aussi un petit peu, alors ça arrivait un peu plus tard dans la PS2, c'était avec le jeu Buzz, qui était un jeu de quiz, genre jeu télé, des packs de bumpers avec 4 couleurs dessus, un gros bumper rouge, pour simuler le jeu télé. C'était une idée sympa, je trouve, vu que le jeu était pas parfait au niveau des questions, etc., était un peu agaçant apparemment le présentateur. J'ai jamais testé Buzz en fait. Moi j'aime bien Buzz, c'est cool notre ami en fait. C'est vrai que les buzzers apportent un petit plus. Voilà. Si ça faisait à la manette, ce serait coûteux. Oui, mais voilà, le truc c'est que c'est malin, vous voyez, c'est pas un accessoire qui coûte une blinde à produire, c'est vendu en pack par 4 avec le jeu. Les accessoires PS2, alors on arrive là au truc un peu plus high-tech avec Lightoy. Ah ouais, l'ancêtre du Kinect. Tout à fait, c'est la caméra de reconnaissance de la PS2 qui vous incluait dans les jeux. Voilà, ça vous filmait, vous deviez gesticuler pour détruire des petites bulles qui passent à l'écran, etc. Je l'avais, je me souviens que je me fatiguais parce que ça reconnaissait pas grand chose finalement. C'est ça, c'était en fonction de la lumière que vous aviez derrière. C'était surtout le problème, c'était la lumière et la vitesse. Il y avait un jeu, je me souviens, il fallait nettoyer les vitres. On était là en train de bouger, il n'y a rien qui bougeait. La salissure de vitre, elle restait là. Mais n'empêche que ça faisait partie. Alors ça, je trouve ça. Je pourrais jamais critiquer Lightoy malgré son manque de précision et tout ça, parce que ils ont essayé d'amener un nouveau jeu et je trouvais ça cool. J'ai jamais rien eu contre Kinect, donc je peux pas critiquer Lightoy. C'est le début, c'était une première tentative. Un autre accessoire qui a eu du succès, mais qui est très limité, ça a été la grande époque des jeux musicaux. Alors il y a eu Guitar Hero qui a été le premier, qui a ouvert les portes à l'enfer des accessoires musicaux. Il y a eu la platine de DJ, il y a eu tellement de la Rock batterie. Band avec la batterie et puis le micro pour les jeux après à karaoké. Il y a eu c'était SingStar. SingStar, ouais. Avec reconnaissance vocale. On en reparle du coup, mais un peu moins. C'est plus la reconnaissance de ton que la reconnaissance vocale des mots. Oui, alors voilà, Guitar Hero, c'est le retour de l'accessoire maître qui pour le coup était exceptionnel. Enfin, le premier Guitar Hero, le 1 et le 2, même le 3. La guitare était... c'est des heures de jeu dessus, de fou, parce que l'accessoire, là, c'est l'accessoire vraiment qui remplit le job, qui est le bon prix, qui est effectif, qui fonctionne parfaitement et qui rend l'expérience qui promet, c'est-à-dire de vous faire prendre pour un joueur de guitare, de vous faire croire que vous en êtes un. Et le jeu est en plus en adéquation avec l'accessoire. Enfin là, c'est le bon accessoire. Voilà, il y a le bon et le mauvais accessoire, il y a le bon et le mauvais chasseur. Voilà, il y a le bon accessoire, tu vois. Et ça reste... Il y avait pas mieux que Monsieur Lord Batter. Grand musicien dans l'âme. C'est ça, musicien dans l'âme, mais pas dans la connaissance, et c'est l'accessoire qu'il me fallait. C'est exactement ça. On a annoncé l'arrivée de Rez, compatible avec le casque de réalité virtuelle, le PlayStation VR. Et bien même à l'époque, il avait son petit accessoire pour sa sortie PS2, qui s'appelait en réalité le Trance Vibrator. Alors qu'est-ce que c'était que ça ? En fait, c'était un truc qui se branchait en USB et qui détectait la musique émise dans le jeu Rez. Alors, ça vibrait en fait en fonction de la musique que vous passiez. On peut ne pas comprendre l'intérêt. Par contre, il y en a qui ont compris l'intérêt. Voilà, certains ont compris un autre intérêt à ça. Voilà, effectivement, vous l'avez peut-être compris, mais l'accessoire a été détourné comme sextoy. Et c'est aujourd'hui, là pour faire la recherche pour l'émission, j'ai tapé juste le nom du truc, Trance Vibrator, et je suis tombé sur des articles. Non, ce n'est pas un sextoy. Enfin, tu vois, c'est aujourd'hui le truc est plus reconnu comme un sextoy. Enfin, que pour un accessoire de jeu. On va aussi faire un petit tour du côté de la GameCube, alors qu'elle n'a pas été la plus fournie en accessoires non plus, mais il y a quand même les légendaires congas du jeu Donkey Kongas. Ils sont carrément des petits bongos, des petits tambours que tu branches, et c'est un jeu de rythme pareil avec Donkey Kong qui on doit taper pour faire progresser. Tu tapes à droite, il va à droite, tu tapes à gauche, il va à gauche, tu tapes sur les deux en même temps, il saute. C'était cool, moi j'aimais bien. Voilà, puis l'accessoire fonctionnait, qui fonctionne bien, mais qu'avec ce jeu, il y a peut-être un ou deux jeux, je crois qu'elle avait été bidouillée dessus, je sais plus trop. Non, je sais plus. J'ai souvenir d'autres choses, mais je t'avoue qu'à part le Donkey Kong, Donkey Konga 2, parce qu'ils avaient sorti le second. Ouais, c'est ça, c'était peut-être ça. C'est sûrement ça que j'ai pensé. J'ai pas de souvenir de ça. Voilà, mais c'était marrant quand même pour un seul jeu. Maintenant, l'accessoire le plus badass de sa génération, qui est le seul accessoire que je tuerais pour y jouer. Ah, toi aussi. C'est le pad vendu avec le jeu sur Xbox, Steel Battalion. Alors, pourquoi ce pad, c'est la folie ? Qu'est-ce que c'est que Steel Battalion déjà, le jeu ? Alors, Steel Battalion, c'était un jeu où tu contrôlais des mechas, un jeu développé par Capcom pour Microsoft, où tu contrôlais vraiment les mechas, donc on sait ce que c'est, les gros robots badass, géants, voilà, géants et tout ça. Et en fait, Steel Battalion, son originalité, c'était de nous fournir un énorme pad
Donc c'était un poste de pilotage, quoi, le truc. Voilà, c'est ça, un poste de pilotage avec 40 boutons, des joysticks, un pédalier, vraiment tout pour vous mettre dans l'ambiance. Oui, vraiment, tout pour vous mettre dans l'ambiance de pilote de méca. C'est presque mon fantasme, en fait, ce truc. J'aurais trop voulu y jouer, quoi. Je t'avoue que... Et puis voilà, le jeu étant peut-être pas parfait, mais avec le pad, c'était ouf. Et ils avaient poussé le vis, il y avait un bouton eject pour éjecter votre pilote. Et si vous le faisiez pas, si vous laissiez crever, ça effaçait votre sauvegarde. Ouais. C'est-à-dire que c'était tellement roleplay, quoi. Et ça, je trouve ça, c'est l'option qui est géniale niveau immersion. Parce que la plupart des jeux, bon, la sauvegarde, surtout sur PC, F5, F8, voilà, vous rechargez. Là, non, là, ça t'efface ta sauvegarde, s'il te plaît, parce que ton pilote est mort, donc ta partie est morte. Et vous, je trouve ça tellement ouf. Vous plaignez de Dark Souls. Petit aparté sur les consoles portables. Alors là, on va faire toutes les générations d'un coup, parce qu'il n'y a pas eu tant d'accessoires que ça. On a retenu, c'était sur Game Boy Advance, le capteur solaire pour le jeu Boktai. Un capteur solaire, oui, tout à fait. C'était pas pour recharger les batteries. Faut parler un petit peu du jeu pour comprendre. Boktai, c'est un RPG où vous jouez un chasseur de vampires. Et là, je dis chasseur de vampires, vous commencez à comprendre. Parce que le capteur solaire captait justement si vous jouiez en pleine journée ou en pleine nuit, et selon le moment où vous jouiez, ça ouvrait des zones différentes, je crois, hein, certains monstres. Ça rechargeait aussi tes pouvoirs. Tu avais des armes qui ne fonctionnaient qu'avec la lumière solaire quelque part, et donc tu devais les recharger grâce à la lumière solaire pour te servir de cette arme. Tout à fait, c'était assez ouf, hein, c'était assez restrictif, c'est vrai que quelque part c'est assez compliqué, mais enfin ça colle avec une console portable, hein, puisque vous jouez normalement quand vous vous déplacez, à savoir que le Boktai 2, la suite, n'avait pas repris l'accessoire, donc comme quoi ça n'avait pas dû marcher. Pour la petite parenthèse, c'était Kojima qui était derrière ce jeu. Ouais, sinon sur console, sur la PSP, il y avait la caméra, la PSP Eye, tout simplement, qui servait un petit peu pour la réalité augmentée, hein, notamment avec un jeu qui s'appelait Invisible, je crois. C'est ça, déjà sur PSP, qui permettait en réalité augmentée de faire apparaître des personnages dans votre salon et de les trouver. Je crois que c'était ça la petite originalité. Il fallait se balader avec sa PSP munie de cette caméra, cette caméra qui prenait de la place au-dessus, ça se clipsait au-dessus. C'est bien qu'ils aient rattrapé le coup avec la Vita. Et en fait, il fallait trouver des monstres planqués chez soi et on les capturait. C'est un petit peu le Pokémon de Sony, en beaucoup moins bien. Et puis sur la Nintendo DS, il y avait l'accessoire pour le Guitar Hero qui se pluguait et on jouait comme ça avec les mains. C'était bien trouvé, c'était niveau ergonomie, enfin c'était peut-être pas parfait, mais il n'y avait pas trop d'autres solutions, ceci dit, pour mettre Guitar Hero sur DS. C'était assez intéressant, mais ouais. Ça consistait en 4 boutons, je crois, de couleur. Ouais, il n'y avait que 4 boutons. Du coup, ça restait jouable, hein, si on prenait sa DS comme il fallait. Donc c'était une bonne idée. C'est une petite prouesse quand même d'avoir adapté ça sur 3DS. Il y a eu quand même le Wii Balance Board pour Wii Fit que j'ai testé. Voilà, c'était très... on peut toujours argumenter sur la précision du truc, sur le fait que ce soit un peu dangereux avec Wii Fit de faire des exercices sans vraie supervision, hein, parce qu'on faisait des exercices, on savait pas vraiment si on se mettait bien ou pas. Mais c'était original et c'était dans la stratégie de la Wii, ça collait, ça a fonctionné. Un accessoire qui a plus été utilisé dans le contexte sportif, mais qui a quand même eu un jeu... alors je me souviens moi du slogan du truc, c'était le seul jeu qu'on pouvait jouer avec les fesses. C'était un jeu de lapin crétin, c'est ça. Je l'ai eu. Je l'ai testé. C'est un jeu de luge en fait. Non mais c'était sur le jeu... lapin crétin c'était toujours des mini-jeux, voilà, il y avait certains mini-jeux que tu jouais en luge, assis sur Balance Board, mais c'est tout. Alors, c'était à peine, ça mérite à peine qu'on le mentionne, hein, attention. Et l'accessoire majeur de la PS3, puisqu'on arrive maintenant dans cette génération de consoles, ça a été, comme vous le savez tous, comme tu le sais Lord, le PlayStation Move. Donc le PlayStation Move qui s'accompagnait aussi, puisque ça va ensemble, de la caméra du PlayStation Eye. Donc, qu'on doit parler de PlayStation Move. Alors, finalement, le PlayStation Move, je trouve que c'est une technologie qui est pas si inintéressante que ça, puisque ça consiste pas vraiment en un système de gyroscopie, non, mais c'est de la reconnaissance avec la caméra. C'est de la reconnaissance, c'est de la mocap, voilà, c'est ça, en gros, ça va reconnaître la boule de couleur et la placer dans l'environnement, et c'est une bonne idée, c'est pour ça que d'ailleurs ça va en duo avec la caméra. Et donc, sont sortis énormément de jeux qui ont été adaptés avec ce truc, à la fois un petit peu comme la Wii, c'est-à-dire où on sortait des accessoires qui transformaient son move en flingue, en canne de sorcier, en bâton de sorcier, voilà, des choses comme ça. Donc pour faire des time crisis, des choses comme ça. Ou alors pour
Bah, je l'ai dit, des jeux de sorciers où on préparait des potions. ouais, non, mais voilà, le problème de ça, c'est que ça a été pensé pour se gratter une petite part du gâteau du motion gaming de l'époque, avec la Wii qui monopolisait le truc auquel personne croyait. Et ils se sont réveillés un peu tard, donc ils ont bricolé ça un peu rapidement, même si la technologie est pas inintéressante, c'est loin d'être assez précis et abouti, et puis il n'y a aucune réflexion au niveau du gameplay. Ça s'est fait sur le tard, et du coup, il n'y a rien de mémorable vraiment. Sur le PlayStation Move. Ouais, j'ai eu quelques moments agréables avec le PlayStation Move, mais voilà, c'est ça. C'est des jeux qui vont pas marquer leur génération. La caméra elle-même avait aussi ses fonctions particulières. C'est quelques jeux qui étaient compatibles. Je pense notamment à Eye of Judgment, donc un jeu de cartes. Donc on plaçait la caméra, on plaçait la caméra au-dessus d'un tapis de souris, d'un tapis de jeu qui était fourni. On plaçait ces cartes et en fait, voilà, en réalité augmentée, les monstres apparaissaient et c'était un jeu de stratégie de cartes simplement. Type Magic, oui. Voilà, bon, dans son gameplay c'était basique, mais ça existe. Et puis on peut aussi penser à quelques options qui ont été implémentées dans quelques jeux, notamment, par exemple, moi j'ai souvenir de ça parce que je l'ai fait, donc Rainbow Six Vegas 2, qui permettait en fait de photographier son visage sous certains angles et d'amener son visage dans le jeu. Alors, ça devait être beau. Moi je dis je veux des images. Ah bah écoute, si tu veux voir la tête de Manu entre les coins. Tu sais quoi ? Je te fais des images, je te ferai des images et je te les donnerai pour le montage. Et enfin la Xbox 360 qui a été uniquement connue niveau accessoire, plus connue pour la Kinect, pareil à la même époque que le PS Move, il fallait rattraper Nintendo sur le motion gaming, donc ils optaient pour une caméra seulement, sans autre accessoire, qui vous détectait dans l'espace, avec le succès qu'on lui connaît, avec la précision précision inversée, parce que c'était une catastrophe, ça repérait très très mal les jointures, notamment les poignets, puis les mains, ça faisait pas détection vraiment des mains, c'était fait à l'arraché, il n'y a aucun vrai jeu correct qui a été fait dessus. Il y a eu quelques essais, quelques tests de jeux qui m'ont même fait envie, mais qui au final ne marchaient pas. J'ai en mémoire ce jeu dont j'ai paumé le nom, et c'était un jeu d'horreur de Sega. Alors je suis désolé, j'ai pas le nom du tout, mais je me souviens du gameplay. Il fallait avancer une jambe et ton personnage avançait, fallait s'orienter, je crois, pour tourner. Enfin, l'immersion. L'immersion. C'est exactement la manière que j'aborderais dans la vraie vie d'arpenter un donjon hanté ou avec des criminels, je sais pas quoi qu'il y a dedans, des pièges partout. Voilà, j'avancerais une jambe comme ça de manière fière. C'est dommage quelque part parce que l'idée de base est bonne, mais peut-être que c'était la technologie était foireuse parce qu'il fallait que ce soit une bonne luminosité, et puis ça marchait pas bien, tout simplement, ils l'ont sorti trop vite, ils n'étaient pas prêts. Voilà, ce 1 + 1 numéro 12 un petit peu particulier est terminé. Attendez-vous quand même à retrouver d'autres comme ça avec des sujets annexes de l'actualité, parce qu'on fait avec ce qu'on a. Ceci, je vous souhaite une bonne fin de journée, à la prochaine. Bye bye Manu. Et bye bye Lord, et puis j'espère que ça vous a plu tout de même, et on vous retrouvera avec d'autres sujets, voilà, une prochaine fois. À bientôt. Et Sega, pour sa Mega Drive, eux aussi, on va tenter un petit peu l'expérience de l'immersivité. L'immersion. L'immersion, oui, une immersivité dans l'immersion. Non, je recommence. Vas-y, j'ai le bêtisier, ouais. Non, fais pas ça.